Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième présentation de M. Renaud Auguste Dormeuil qui va nous parler, qui va poursuivre en fait la conversation qu'il a amorcée avec nous mardi en parlant de l'invisible. Ce qui est souvent le plus intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on imagine, ce qu'on pressent, ce qu'on perçoit. Et donc, dans le travail d'un artiste, on s'en rend moins compte, mais c'est souvent aussi important que ce à quoi on a accès de façon concrète. Je vais lui laisser vous expliquer sa vision des choses et il va nous présenter des œuvres d'autres artistes que les siennes pour illustrer son propos. Exactement. Merci. Bonne soirée. Merci à vous d'être là. Écoutez, ce que je voulais préciser dès le début, c'est que je ne suis pas un historien d'art, donc forcément je ne vais pas vous faire une magistrale démonstration d'histoire de l'art. Je suis un artiste et la conférence que j'ai faite, je ne sais pas si c'est véritablement une conférence, je ne sais pas si je peux la nommer comme ça, en tout cas j'ai décidé de l'appeler conférence élastique, voilà. Simplement pour vous dire que je vais vous parler d'œuvres qui, pour moi, sont des œuvres qui sont importantes sur la question du hors-champ, parce que c'est comme ça que je vais aborder la question de l'art ce soir, c'est-à-dire de vous parler, la plupart du temps, j'ai pris comme exemple pour certains des étudiants pendant l'atelier, que bien souvent, quand on regardait un match de foot, la plupart du temps, le présentateur vous parle et vous décrit ce que vous êtes en train de voir. Voilà, alors il dit le numéro 5 passe au numéro 7, passe au numéro 8. Et bien évidemment, moi j'ai toujours l'impression qu'on me prend pour un idiot, parce que bien souvent, le fait de voir le numéro 1, là, je le sais, je le vois, donc je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Et ce qui m'intéresse, moi, quand on fabrique une image, c'est quand on me parle de ce que je ne suis pas en train de regarder dans l'image. Voilà, donc c'est comme ça que je voulais aborder le début de cette conférence. Et vous savez, je fais juste une petite parenthèse, parce qu'on va parler aussi un petit peu de cinéma pendant la présentation de ce travail. Il y a un truc qui me fait toujours rire aussi, c'est les voix off dans les films. Et souvent dans les voix off dans les films, j'ai l'impression que le réalisateur n'a pas réussi à dire ce qu'il avait envie de dire avec des images et qu'il était obligé de rajouter une voix off qui me prend un peu pour un idiot en disant voilà, il était triste, il partait. D'accord, bon, alors ça veut dire qu'on n'a pas réussi à le faire avec une image. Et on est obligé de rajouter. Mais bon, ça c'est parfois, hein, on est d'accord, hein, j'ai pas dit tout le temps, j'ai dit parfois. Et j'aime bien cette relation à l'image quand elle montre quelque chose, mais qu'elle parle de quelque chose qui est à l'extérieur de l'image. Je tiens tout de suite à remercier une personne qui n'est pas présente, mais avec qui j'ai déjà travaillé sur un commissariat, avec lequel je vais faire un nouveau commissariat, pour lequel il y a des œuvres qu'on a déjà exposées ensemble, qui s'appelle Anaëlle Pija, qui est rédactrice en chef de Art Press en France, avec qui j'ai pas mal travaillé sur la question de l'exposition. Et donc je tiens à la remercier, elle qui n'est pas là, mais parce qu'elle est aussi présente dans les œuvres qui vont être présentées. Comme je vous le disais, moi je suis un artiste, donc je vais vous parler de façon très intuitive. Alors il va y avoir certainement des choses fausses, peut-être des choses vraies, j'en sais rien, mais en tout cas c'était une manière pour moi, et en tout cas surtout l'occasion de vous donner, comme on en avait parlé la dernière fois, une parole d'artiste. Voilà, quelqu'un qui peut vous parler d'images de façon différente, des images qui sont en cours, c'est-à-dire pas forcément des choses qui sont rentrées dans l'histoire de l'art et qui sont des artistes d'art contemporain, donc des artistes qui ne sont pas encore rentrés, qui peuvent être rentrés dans des collections d'art contemporain, mais qui ne sont pas rentrés dans les grands musées, et en tout cas dans la grande histoire encore. Je voulais commencer juste par une petite chose. Moi, quand j'ai commencé à m'interroger sur la fabrication des images, il y avait un phénomène qui m'avait beaucoup intéressé, c'était la peinture infamante. La peinture infamante, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un phénomène artistique qui est apparu à la fin du XVe et pendant le XVIe siècle dans le nord de l'Italie. Et le principe est pour moi absolument génial et surtout très drôle. C'est qu'à cette époque-là, quand on jugeait quelqu'un par contumace, et qu'il n'était pas présent et qu'il avait été jugé coupable, il faut savoir que c'était surtout un objet politique de juge contre des futurs adversaires politiques. On les jugeait par contumace et après, une fois qu'ils avaient été jugés, on faisait des représentations d'eux qu'on appelait des peintures infamantes. Giotto en a fait, où on les représentait évidemment dans des attitudes dites infamantes. Donc voilà, s'il avait été jugé comme étant
un voleur d'argent, il était représenté à l'envers, avec une bourse. S'il avait fait des faux en écriture, il était représenté les poings liés. Et j'aime beaucoup en fait ce phénomène artistique, puisque la réalité de... alors attendez, excusez-moi, je vais vous montrer une image. Et ce qui m'amusait beaucoup dans ce phénomène, c'est que, évidemment, ça n'a strictement rien apporté à l'histoire de l'art, étant donné que les gens n'étaient pas là, donc pour faire un portrait de quelqu'un d'absent, forcément, ça n'apporte pas grand-chose. Et deuxièmement, il y a des historiens d'art qui ont travaillé sur ce phénomène pictural, mais il n'y a aucune trace, puisqu'en fait, les peintures infamantes étaient peintes sur les murs de la mairie ou des offices publics, et dès qu'il y avait un autre jugé, un autre coupable, en fait, on recouvrait la première peinture et on refaisait une peinture au-dessus. Donc pour moi, c'était une manière très très intéressante de m'interroger sur la fabrication de l'image, de savoir à quoi ça servait, pourquoi on en fabriquait et qu'est-ce qui restait de ces images-là. Donc il y a plein d'historiens en fait qui ont fait des thèses sur cette histoire de la peinture infamante sans absolument aucun document, ce que je trouve absolument génial pour l'écriture de l'histoire de l'art. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour commencer, pour vous situer un petit peu l'idée d'une problématique, en fait, d'une image que l'on ne peut pas voir, en tout cas d'un portrait. Hop. Voilà. Alors l'image n'est pas très 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 grande, mais comme je suis un artiste, je défends aussi mon travail. Et assez rapidement, c'est le seul travail dont je vais parler qui émane de mon atelier. Je vous ai parlé la dernière fois d'un travail que j'avais fait autour de la vidéosurveillance, sur cette histoire en fait que nous étions des acteurs anonymes d'un grand film qui était en train d'être tourné, sans pouvoir voir les images qui avaient été filmées. Et à ce moment-là, je me suis interrogé sur la question en fait du territoire du musée. Et j'ai créé une performance qui s'appelle Hors champ, hors limite, donc ça peut vous donner quand même une idée des problématiques que j'avais. Et j'ai décidé en fait de travailler avec une caméra de vidéosurveillance qui était extérieure au musée Beaubourg. À l'époque, à Beaubourg, il y avait une grande exposition qui s'appelait Hors champ, justement, qui réfléchissait à savoir comment les artistes travaillaient dans la performance hors des champs de l'art. Et moi, je m'étais dit, tiens, c'est drôle, il faudrait faire un projet qui soit extérieur à Beaubourg pour en parler également. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis devant une caméra de vidéosurveillance de Beaubourg et j'ai tracé au sol le champ de vue approximatif de la caméra, qui était un objectif 35 mm, comme vos appareils photographiques classiques avant l'arrivée du numérique. Et je l'ai tracé à la craie. Et après, j'ai pris un miroir et je me suis placé devant la caméra de vidéosurveillance et je lui ai montré en fait ce qu'elle ne regardait pas, ce qu'elle n'était pas susceptible, ou en tout cas ce qu'elle ne devait pas surveiller. Donc vous imaginez, la caméra est là, d'ailleurs c'est un peu comme la photo, je me mets devant, et donc automatiquement le miroir réfléchissait en fait ce qui était derrière la caméra, donc il n'était plus une zone de surveillance. Donc j'ai intitulé cette œuvre Hors champ, hors limite, et ce qui m'amusait évidemment, c'est que bien évidemment quand je mets le miroir devant, et je l'ai refait après dans d'autres institutions, c'est que la caméra forcément fait un autoportrait de lui-même, et que le surveillant qui est derrière la caméra ne se voit pas lui, mais voit l'objet de la surveillance qu'il utilise pour surveiller le public. Et évidemment, au bout de 3 minutes, vous avez le service de sécurité du musée qui arrive, qui vous demande d'arrêter. Alors je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je fais rien d'incroyable, je mets un miroir comme ça devant une caméra, ça n'a strictement rien d'extraordinaire, j'ai le droit, enfin je veux dire, rien ne m'interdit de faire ce type d'action. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la performance, au final, consistait, c'était Jean Racine qui était président à l'époque de Beaubourg, et je lui ai envoyé un courrier à la fin de la performance. J'ai posté une lettre tout de suite après, en lui faisant part en fait qu'il était propriétaire de l'œuvre, puisque la performance a été enregistrée par la caméra de vidéosurveillance, et que je lui demandais de me restituer en fait la captation de l'œuvre qui avait été faite. Alors évidemment, très gentiment, Jean Racine m'a rappelé après, quelques semaines plus tard, en me disant qu'il était désolé, qu'il n'avait pas pu récupérer les cassettes parce que la sécurité ne voulait pas donner les cassettes. Et je pense qu'il s'était aussi pris un peu tard pour récupérer en fait la cassette. Ce que je voulais simplement dire, c'est que pour moi, c'est une introduction en fait au sujet qu'on va aborder, c'est que le hors-champ
il peut être aussi en résonance avec d'autres hors-champs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je décide de montrer autre chose à la caméra filme autre chose, mais en même temps, ce qui est filmé part dans un autre champ qui est celui du champ de la sécurité, qui lui-même ne regarde pas ces images. Donc en fait, tout ce qui la mécanique de cette fabrication d'images, en fait, était vouée à l'échec, puisque à partir du moment où je mettais en évidence qu'ils filmaient du vide d'une certaine manière, en fait, même filmer du vide, en fait, ils n'étaient pas capables de conserver ce vide qu'ils étaient en train de filmer. Après, la chose que je voulais vous montrer, c'était c'est un film qui va durer 11 minutes. Et je me propose simplement de vous le faire visionner et après de vous parler en fait de cette œuvre. Slowly move the trailer to the left, and I want the little girl to run across now. Hold that trailer there. Now move the trailer off. Right, now I want the old man with white hair and glasses to cross the road. Come on, quickly. Look this way. Now walk off to the left. Okay, fine. Now let's have the man in the pink cap. Put the cigarette in your mouth. Good. And I want the two girls to come in from the right talking to each other. Now on the Jamaican family. Father first. Look in front of you. Now the mother of the two boys. And I want the smaller boy to point to the right and now cast a glance behind him. Fine. Now, I want the girl with the bag under her arm to walk to the right. Now let's have the man rubbing his eye. Good. Right, now I want everything to sink slowly down as the five boys come by. Hold it, and I want the clock to move jerkily towards me. Stop. Now, I want the long hand to move at the rate of 1 revolution every hour, and the short hand to move at the rate of 1 revolution every 12 hours. Now, two pigeons fly across, and everything comes up again until the girl chewing gum walks across from the left. Okay, now, the van, the woman and the boy, the man with the bag of chips, the car roof, the whole car, the old man, the car and the boy, the motorcyclist and the lorry. Now, when the woman at the window looks in this direction, I want everything to move a bit further away. Right, let's have the man in the white boiler suit coming in from the right. Stop at the lamppost and fold your arms. Now, look around you. Walk back to the left again.
and look left and right as you cross the road. Now, I want the man reading Exchange and Mart to come in from the right. Now a man comes by and bites his nails, 2 pigeons fly past from right to left, and 2 boys run past from left to right. The woman at the window looks this way and then goes on talking. In a second, I want 4 boys to come from the left, and I want one of them to look this way and flap his arms up and down. I'd like the boys to remain in more or less the same position, while everything else moves to the left and goes away a bit at the same time. Lift up your arm. Now bring it down. Now I want the man with the turban and briefcase to come in from the right. And now the van marks University of London, Senate House, London WC1. In the cinema queue, I want to see a boy and his mother. The boy will be about 8 years old and his mother about 32. They'll both have collar-length hair, his dark and hers fair. She will be wearing a suede-egg coat with a white imitation fur collar. They'll be talking to each other and looking around them. Now, I want the man coming in from the left in the grey peak cap to put on his glasses. The boy will look at his watch and yawn, then look at it again and say something to his mother about the time. The 3 children eating chips, the French woman, the window cleaner in his van, the greengrocer, the pigeon, the red Jaguar, the taxi, the man, the van, the Negro with the briefcase and the newspaper, the woman firmly gripping the hands of her 2 young sons. They stop, and now they cross the road. The man in the grey peak cap takes off his glasses again and puts them in his breast pocket. The man with the walking stick is going home. The dentist continues on his way to the bank, and the 2 naughty boys appear from behind Steele's, the plate glass manufacturers, and cautiously cross the road. Steele's is situated in an area with a high immigrant population, predominantly West Indians and Greeks. Outside the building, above its main doors, is a board advertising vacancies at the firm. Until recently, I thought the jobs were advertised on the board in 2 languages, English and Greek. However, a few weeks ago, I studied the board carefully and realised that I'd been wrong. Each vacancy has its own slat in the board, and the words, glass cutters, bevelers, bench fitters, etc., are cut out of these slats, which are made of perspex. When a vacancy no longer exists, the slat advertising it, which has a central pivot at each end, is swiveled around. The words that I believed to be Greek were in fact upside down and back to front English. Steele's also has another interesting feature. Along each wall of the building, there are 8 large doors that are kept wide open throughout the year. I'm shouting into a microphone on the edge of a field near Letchmore Heath, about 15 miles from the building you're looking at. I'm surrounded by electricity pylons and trees. The sky is beginning to cloud over. In the distance, I can see a middle-aged man in a brown duffel coat. He's got a dog with him, which looks like a Labrador, and I think he's got a helicopter in his pocket. In a tree about 20 yards away, I can see a large blackbird with a wingspan of about 9 feet. This young man has just robbed the local post office and is attempting to appear inconspicuous. He's trying to remain calm, but his hand is sweating as he grips the butt of the revolver in his raincoat pocket even harder.
He's wondering whether the woman at the window would recognize him if she saw him again. The burglar alarm is still ringing. D'abord, je voudrais juste parler de la manière dont c'est fait, parce que c'est quand même... je pense que vous avez tous compris, hein, le principe, en fait, c'est qu'il pose une caméra, il filme le réel, on va dire, d'une certaine manière, et puis après, il en fait le commentaire après. Donc, évidemment, il reprend les images et il donne des ordres. Et cette vidéo est pour moi absolument extraordinaire, parce que c'est une des rares fois, en fait, dans un travail d'artiste où l'artiste a le pouvoir de commander le réel. Voilà, donc de façon, bien sûr, illusoire, mais en plus de cette idée de commander le réel, la manière dont le film se développe, on finit par avoir un doute dans la manière dont il raconte, dans ce qu'on peut fantasmer dans l'image. Il a un pistolet, l'autre regarde, ils se connaissent, etc. Et que, au-delà de l'invention ou du commandement du réel, après, il va initier du doute. C'est-à-dire que c'est dans la narration, et c'est pour ça que cette vidéo pour moi est très importante, c'est qu'il remet en question la narration du réel, et à partir du moment où on vous narre, vous commencez à avoir un doute de ce qui est en train de se passer. Et par là même, quand il vous explique qu'il est à 35 km derrière, par voie électrique, qu'il est en train d'expliquer qu'il est en train de commander le réel, à la fin on n'y croit plus du tout. Et pourtant, toute la vidéo est faite pour qu'au début, on est dans une croyance, on y croit, on se dit il est en train de commander, et tout ce qui va suivre, en fait, va être du doute. Et pour moi, une œuvre, c'est extrêmement important quand l'artiste arrive à affirmer des choses et après à immiscer du doute. Ce qui me permet de faire une transition sur une chose qui m'a aussi beaucoup marqué. Et vous allez voir, c'est pour ça que je parlais un petit peu de conférences élastiques, parce qu'on va revenir sur le miracle d'Agostino Novello, et qui est donc une peinture du Moyen-Âge, de 1328, et qui est en fait de Saint-Augustin qui sauve un enfant. Et moi j'ai toujours été frappé par cette forme de narration qu'on appelle là, alors excusez-moi je ne vais pas me tromper, mais qui est la narration simultanée, voilà, c'est ça. Et qui est qu'en fait dans une seule peinture, vous pouvez avoir plusieurs événements qui se passent en prenant toujours le même sujet. Donc là, vous avez Saint-Augustin
qui voit un enfant qui est en train de tomber, et après il l'a sauvé, et l'enfant est exactement le même à côté, sauvé. Donc la même image dédoublée. Et ça me permet de faire simplement sur cette transition que si moi j'ai envie d'aborder la question du hors-champ, c'est comme je vous l'expliquais en fait à un moment, de vous dire, vous êtes en train de regarder un poste de télévision, et ce qui m'intéresserait c'est qu'on me parle de ce qu'il y a à l'extérieur du poste de télévision, mais à un moment, les artistes, certains artistes, dont l'artiste qu'on va voir après, se sont permis de faire le contraire, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est du l'ordre du hors-champ, et que vous allez voir qui est le hors-champ temporel, en fait revient dans l'image directement et revient s'incruster dans l'image. On va voir donc une... c'est marrant, j'ai pas la même chose sur... C'est normal sur le... Oui. Sur l'écran. D'accord. Donc je passe... qui est le travail en fait d'une artiste qui est japonaise, qui s'appelle Chino Otsuka, dont l'œuvre qui date de 2005 s'appelle Imagine Finding Me. Juste pour vous faire l'introduction de ce travail, c'est donc une artiste japonaise dont le père est photographe, était, je ne sais pas s'il l'était ou s'il est encore vivant, et son père avait une vraie pratique de la photographie, et très jeune évidemment elle a été photographiée dans plein de voyages dans le monde, et le principe de ce travail-là en fait c'est d'avoir récupéré les négatifs et les photographies qui avaient été faites d'elle à cette époque-là, et elle s'est remise en fait dans ses propres photographies, mais elle en fait à l'âge du jour de l'exposition. Ça veut dire que je vais vous présenter quelques images. Vous la voyez elle ici quand elle a l'âge de 10 ans, et tout son travail c'était de se remettre dans la photographie exactement à côté à l'âge de 25 ans. Comment je pourrais m'ouvrir directement? Ah ben voilà. C'est beau, hein? Pour moi, c'est absolument spectaculaire, ce type de travail, parce que ça implique au début qu'il y a un sujet qui est pris en photo, c'est la jeune femme, et que le fait de se rajouter, en fait, elle double le sujet. Et même, elle peut, par une certaine manière, en fait, effacer le sujet. Alors évidemment, quand on ne sait pas au début que c'est elle qui est doublée, l'image est totalement étrange, on pourrait croire de sœur, etc. Mais le fait de recentrer, de rechanger un sujet dans une photographie, pour moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ça ramène, d'une certaine manière, à comment pourrais-je dire, en fait, que la fonction de l'art, d'une certaine manière, en fait, c'est pas forcément imiter le réel, mais ça peut être de le corriger. Voilà, de le corriger par une action temporelle, en tout cas celle-ci, de rajouter du temps, en fait, dans l'image, et de le corriger et forcément de le rendre plus critique, c'est-à-dire de permettre d'en avoir une autre lecture et de permettre de s'interroger au-delà du doute dont on parlait avant, le doute sur ce que raconte l'artiste. Là, on est dans le doute en fait de la vérité de l'image. Et bien évidemment, c'est un procédé tout art et l'utilisation d'un faux, ça, enfin moi j'en suis absolument persuadé. Et ça revient à ce qu'on avait évoqué dans la première conférence, à la question de la croyance. Voilà. Moi, je reste persuadé que, comme le cinéma ou comme la religion, l'art, ça procède exactement du même procédé. Je veux dire, Dieu, personne n'a jamais prouvé qu'il existait. Et pourtant, les gens y croient. Et en art et au cinéma, pour moi, c'est exactement la même chose. Je sais, je m'excuse, je me répète, mais le principal, c'est pas de savoir si c'est vrai, mais le principal, c'est de savoir si on y croit. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes encore.
On a du mal à voir quelle est la photo d'origine. Si c'est Bah, celle en de- fait, alors si vous voulez parler en truc d'artiste, vous voyez comme la précédente vidéo de John Smith en fait qui pose sa vidéo et qui dit ok maintenant après je vais refaire après, il est évident que sur les photos qu'elle prend, en fait elle a décentré l'image. Parce que c'est typiquement en fait comme elle est là, l'image devait être jusque là, forcément, puisqu'elle était en général en photographie, on centre le sujet. Donc elle a dû décaler les images. Je me pose parfois la question de savoir si elle a effacé des gens pour se rajouter dedans, et que forcément elle a transformé en fait le sujet de la photographie. Mais ça c'est que du travail de Photoshop, hein. C'est un long travail de calque, les images les unes sur les autres, de travailler. Et ce qu'on ne voit pas, c'est là où il faut quand même rendre hommage au travail de l'artiste, c'est qu'il est évident que la photographie qu'elle a, elle, de 23 ans, donc elle pose, c'est certainement des photos de studio, c'est-à-dire pour étudier la lumière, parce qu'il faut retrouver exactement la même lumière que sur la photo d'origine. Après, je ne vous parle même pas du travail de pixels pour faire en sorte que votre image ressemble exactement à la même matière, hein, absolument la même matière. Et c'est un travail qui est gigantesque et c'est assez beau parce que en fait, elle a gardé le format dans les installations, elle a gardé le format des photos de souvenirs. Vous savez, c'est des 10-15, donc c'est pas du tout des trucs qui sont gérés comme des grandes œuvres d'art, des grands formats pour des foires internationales d'art contemporain. Pas du tout, c'est géré, c'est de toutes petites images comme ça. Elle en fait, c'est des séries de 5, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc une petite série hein, comme ça. Vous pouvez le dire, hein, c'est fort. De quoi? Moi, ce que j'aime, ce qui me frappe, c'est le côté très quotidien, très vie de tous les jours d'une famille qui prend cette dimension finalement, qui trompe le temps finalement. Alors que dans nos souvenirs, c'est très marqué en fonction d'une époque. C'est plutôt Mais qu'on pourrait, pardon, Oui, pardon, plutôt qu'on pourrait s'inventer une vie, on pourrait s'inventer une famille, des amis. Alors il y a une agence en Russie qui fait ça, justement qui crée des souvenirs de voyage. Voilà. Donc en fait tu donnes des photos de toi et après ils t'inventent un voyage, donc ils t'incorporent dans des images, donc ils reviennent en fait à des albums de photos que tu peux présenter à tes amis. Et ils te racontent le voyage. C'est-à-dire que tu as un catalogue et après tu peux raconter à tes amis que tu allais visiter tel musée, telle chose, etc., que tu as vu les choses. Et donc ils te font tout un catalogue avec, maintenant ça doit être sur iPad, tu peux montrer les photos les unes après les autres de ton voyage. Mais c'est marrant parce que c'est les choses dont on va parler après, c'est que cette question en fait pour moi du hors-champ, elle devient intéressante parce que j'essaye de la pousser un petit peu. C'est que bien évidemment au début quand on voit c'est simplement le hors-champ, qu'on voit de l'extérieur, voilà, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur dans l'écran. Ce qui va devenir intéressant en fait c'est de penser le hors-champ comme un déplacement dans le temps mais aussi géographique et spatial. C'est-à-dire que en fait ça me permet merci, l'introduction de l'artiste suivant qui lui justement, alors on va peut-être finir de regarder ces photos-là quand même. C'est reproduire le grain qui est le défi aussi. Absolument. Et l'ombre et les ombres. Et les ombres, oui, c'est vrai. C'était la première, ça. Oui. Non, ferme pas la fenêtre, ferme pas la fenêtre. D'accord, Ferme pas la très fenêtre. bien. Faire le petit X dans le coin à droite. Voilà. Là, tu reviens dans ton écran par la gauche. Par la gauche. Alors après, je voulais vous parler d'un autre artiste qui s'appelle Gonzales Day Kane, qui est un artiste américain qui a produit cette pièce en 2005, comme quoi c'était une belle année. Quand dans
l'œuvre de Tsuka, ce sont les éléments extérieurs qui reviennent dans l'image. Ici, je voulais aborder justement la question du hors-champ documentaire et justement de la manière dont l'image est produite pour un sujet à la fois documentaire et historique. Et l'artiste, en fait, a fait sortir le sujet de l'image. Donc il n'a pas fait de dédoublement. Et en fait, il s'est concentré sur l'image pour marquer, en fait, pour moi, le hors-champ qui est extérieur, puisqu'il a enlevé la victime de cette image, pour se concentrer, à mon sens, en fait, justement, sur les personnes qui sont en train de fabriquer l'événement. Alors, ces photos sont des photos documentaires qu'il a récupérées, et en fait, ce qu'on ne voit pas, ce qu'il a enlevé, ce sont les nègres, qu'on appelait à l'époque, qui étaient pendus, voilà, donc il y avait 3 personnages, enfin 3 hommes, hein, c'est pas des personnages d'ailleurs, il y avait, c'est 2 ou 3, je crois que c'est 3 personnes qui sont pendues, donc qui prennent évidemment toute la place de l'image, logiquement, en haut, puisqu'ils sont vraiment, on les voit, il y a un flash qui est donné pour voir c'est des images peut-être que vous avez certainement vues de lynchage d'esclaves noirs. Et l'artiste, lui, inverse en fait le phénomène du hors-champ pour moi, et il dégage en fait le sujet qui est pris et qui est montré à l'origine, pour ne révéler en fait que l'action qui est entreprise. Alors, je ne pense pas du tout que ce soit un travail qui soit vulgaire pour la mémoire des pauvres personnes qui évidemment ont été lynchées. Je pense que justement, c'est une image qui responsabilise beaucoup en fait sur la question de l'action et de l'événement. Et je voulais vous montrer cette image parce que pour moi c'était une manière justement d'être sur cette question en fait que l'image peut prendre en photo un événement, mais elle peut aussi lui donner toute sa signification au-delà de ce qu'elle est en train de représenter. On avait parlé l'autre jour de la question du post-événement, c'est-à-dire que en fait, pour parler de la mort, la plupart du temps, on ne présente des morts. Et là, justement, je trouve qu'avec cette image, la question de la présence de la mort et surtout de la présence de la vie est extrêmement forte. C'est-à-dire que le hors-champ dont on pourrait parler, alors peut-être que là je fantasme et j'extrapole trop, mais en tout cas c'était très important pour moi d'avoir la silhouette effacée, la silhouette disparue qui sort du cadre de l'image. Et ça c'est une série en fait que González de Cane a fait sur plusieurs images de lynchage comme ça, de lynchage. Et ça m'amène à parler d'un autre artiste, d'un artiste du nord de l'Europe. Et pardonnez-moi tout de suite, parce que je vais prendre cette photographie comme prétexte plastique. Et entendez bien que pour moi, je garde en mémoire le crime qui a été fait. Mais chez les artistes aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une chose qui est à la fois extrêmement intéressante, c'est que vous savez, la plupart du temps quand on pratique la fabrication d'une image, on la pratique très souvent de façon publicitaire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prenez un objet, et la plupart des artistes sont un peu flemmards, et ils prennent l'objet, ils mettent un appareil devant, et puis ils tournent l'objet jusqu'à ce qu'ils trouvent le meilleur angle. Voilà. Et ce qui est intéressant dans une pratique artistique, c'est justement de parler de ce champ qui est autour de l'objet, et qui identifie aussi la pratique de l'artiste dans la façon de prendre l'appareil photo. Et moi, je passe mon temps avec mes étudiants, entre autres en art plastique, en leur disant arrêtez de tourner les objets devant vous, hein, de les tourner devant votre objectif, et faites plutôt la démarche de tourner autour de l'objet. C'est-à-dire que prendre en photo cet objet avec l'écran qui est derrière n'est pas la même photo que quand vous vous mettez de l'autre côté et qu'on prend le public qui est en train de le regarder, en tout cas pour ce soir. Et que ce qui est intéressant dans la pratique artistique, c'est justement d'interroger l'objet, non pas en tant qu'objet, mais dans le cadre dans lequel il se situe. Et je pensais à ça, alors toujours par respect, hein, entendez-moi bien, que justement l'absence de cette personne qui était là était aussi l'absence d'un objet. Et j'ai tout de suite pensé en fait à une autre œuvre d'un artiste qui a fait une performance pour moi qui est absolument magnifique, qui consiste justement à parler d'un hors-champ, mais comme on pourrait faire en fait un rapprochement avec la première vidéo de John Smith qui commande le réel. En fait, lui, il n'a pas pu commander le réel, mais il a transformé son réel en fait dans cette performance. Alors je vous explique parce que
la vidéo est assez complexe, donc on la comprend pas très bien. Cet artiste-là a fait une chose qui est très 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 simple. Il est allé sur l'Antarctique, donc au Groenland, pardon. Il est allé au pôle Nord, voilà. Donc il a demandé une bourse pour aller exactement au pôle Nord, là où la rotation de la Terre se fait. Et il a fait une performance, il a décidé qu'en fait il allait faire un tour de moins de Terre dans sa vie. Voilà, tout simplement. Alors vous savez, la Terre tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Hein. Et donc ce qu'il a fait simplement, il est allé au pôle Nord, il s'est installé sur le pôle, tu vois, sur l'axe, et il a pris le soleil derrière lui, d'accord, il a laissé le soleil, il l'a pris dans son dos, et à chaque fois que son ombre bouge, en fait, il suit son ombre. Donc à la fin de la journée, il est resté comme ça 24 heures, enfin pas véritablement 24 heures, parce qu'avec la nuit, et comme les nuits sont très courtes, et comme la Terre tourne dans ce sens-là et que lui tournait dans l'autre sens, en fait, il prétend, et d'ailleurs c'est une vérité à mon avis physique, il a fait un tour de moins de Terre que l'ensemble de l'humanité, les 6 milliards de personnes sur la Terre qui ont... Alors, ce que j'essaie simplement de vous dire par là, c'est que cette question de l'objet pour lequel, à mon sens, on doit tourner autour, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ma conférence, peut-être pas très scientifique, mais en tout cas très élastique, il m'amusait de vous parler de cette manière dont on devait tourner autour de l'objet et de savoir que l'artiste lui-même pouvait se faire tourner dans l'autre sens par rapport à l'objet qui le soutient. Et vous allez voir, la vidéo est assez... ça c'est le son, hein, c'est ça? J'ai compris. Tu fais mute. Ah, mute, oui, pardon. C'est plus simple. Et vous allez voir, la vidéo en fait c'est un time-lapse, donc forcément on ne va pas regarder 24 heures de vidéo, donc c'est un time-lapse, ça dure 8 minutes, et vous allez voir en fait un truc assez spectaculaire, c'est que là véritablement on est dans la contrainte physique et technique, une fois débarqué là-bas il n'y a pas beaucoup fait de repérage, donc les images sont un peu bancales, et on est véritablement entre la performance, la vidéo d'artiste, le statut on ne le connaît pas tellement, mais en tout cas l'action a été faite.
tourner. Moi, j'aime beaucoup cette œuvre parce qu'on a à la fois le globe qui est en train de tourner, lui il tourne dans le mauvais sens, il y a le soleil qui tourne aussi en même temps. En même temps, la Terre tourne, enfin le soleil tourne, il ne tourne pas, hein, je vous rappelle, hein, c'est nous qui tournons autour du soleil, et qu'il y a des formes de mécanismes comme ça qui se créent, qui partent dans un sens ou dans un autre. Et ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser à des recherches que j'étais en train de faire en fait sur le temps sidéral. Vous savez que sur l'ensemble des planètes, nous on a décidé que ça faisait 24 heures parce que ça tourne pendant 24 heures et que ça tombe bien parce que ce qu'on appelle le temps sidéral, en fait, c'est pas le temps sidéral d'ailleurs, c'est le temps solaire, pardon. Le temps solaire, c'est le temps que met le soleil pour revenir exactement au même endroit. Voilà. Et sur la Terre, c'est 24 heures. Voilà, aux zénith. Et ce qui est drôle, c'est que pour toutes les planètes, c'est pas le cas. Par exemple, Mars, la révolution de Mars et le temps calculé, en fait, c'est 23 heures. Je crois que pour Pluton, c'est 18 heures, etc. Et il y a une planète qui est un peu particulière, c'est Uranus. Et Uranus, on suppute qu'il se soit pris un gros météorite il y a très longtemps et que ça ait fait basculer la rotation de la planète. Et alors je vais vous poser la question parce que moi je trouve le truc incroyable et mon projet était de faire une montre qui soit la montre d'une journée d'Uranus. C'est que sur Uranus, une journée dure 80 ans. Voilà. Alors après, ça a des avantages. Hein. Vous devez avoir 6 ans de coucher de soleil, 6 ans de lever de soleil. Et donc, je voulais faire une montre qui dure 80 ans et qui se serait appelée évidemment Une heure, une vie. Voilà, tout simplement parce que je pense. Bah ouais, c'est un peu voilà, c'est un peu ça. Et ça me fait penser à cette pièce-là parce que, bien évidemment, on est dans cette idée qu'on est à la fois dans une forme de traversée du temps et sous la contrainte, en fait, tout en étant dans la contrainte spatiale. Et que cette œuvre-là essaie de confronter deux choses qui sont de l'ordre de la loi de la nature pour lequel on ne peut pas se confronter et pour lequel, pourtant, l'artiste interroge de sa possibilité d'être autre chose dans cette nature-là. Et ça me permet de faire le... Alors par contre, je n'ai pas cité, c'est Guido van der Werve, qui est un jeune artiste. Pardon, je vais vers la gauche. Hop, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Qui me permet de parler d'un autre artiste, un artiste français, qui s'appelle Pierre Bismuth, et qui a fait une œuvre qui s'appelle La main droite 2. Donc, ça m'intéressait de vous montrer cette pièce-là, parce que si, comme on a abordé les différentes formes de hors-champ, comme je pouvais le voir, à ce moment-là, dans ce travail-là, on est sur l'empreinte et la documentation d'un champ qui a existé. Voilà. Et que Pierre Bismuth, dans cette pièce-là, matérialise en fait le mouvement de la main droite d'une actrice pendant un film. Donc, le procédé est très simple, je vous le raconte. Il a une projection du film, il met une feuille de plexiglas devant ou une vitre, et pendant toute la projection du film, il attend la main droite de Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, etc. Et il suit, dès qu'elle apparaît, en fait, il suit sa main comme ça, de façon très simple. Et à la fin, l'œuvre, c'est simplement une photographie du moment du film, avec tout le tracé de la main de cette personne pendant la projection du film. La manière dont moi j'avais envie d'en parler, c'est qu'on est bien évidemment à la fois dans une déconstruction du film, de savoir comment il est, le corps c'est mis dans le film, mais on est aussi en fait dans une documentation. C'est marrant parce que en regardant tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Quand on regardait le film de John Smith, je pensais à Pérec, à Je me souviens, et je m'étais jamais posé la question de savoir si je pouvais remettre en cause Je me souviens de Pérec. Est-ce qu'il était vraiment au café de la mairie? Il raconte ce qu'il veut, je veux dire, il peut voir le bus 63 à 18h20, et puis en fin de compte, si ça l'arrange, il le mettra à 18h22, et qu'on n'est jamais justement dans ce rapport de vérité. Et ce qui est drôle, c'est de permettre d'enchaîner sur ce film-là de Pierre Bismuth, c'est que
il est à la fois dans la documentation d'un mouvement, mais qu'il fait appel justement à ce hors-champ, mais en tant que vérité. C'est-à-dire que lui, c'est un mouvement qui est appliqué et que l'on peut vérifier en fait dans le film. Et je dis ça parce que un rapport qui m'a toujours intéressé avec l'histoire du cinéma, c'est de savoir que le cinéma, c'est une représentation des corps qui sont absents. Voilà. Et que le cinéma ne représente que des corps absents, qui ne sont pas présents. Et toute l'invention qui, moi, me paraît hyper intelligente dans la production des arts plastiques, c'est justement que ce corps qui est absent soit rematérialisé d'une autre manière. Et Pierre Bismuth, dans ce projet-là, rematérialise un corps qui est absent. Alors, alors ça, c'est là où on est juste... il faudrait que je fasse comme ça. Comme C, que j'aille à droite, ici. Pomme V. C'est ça? Oui. Voilà. Je voulais vous montrer quelques images parce que c'est au-delà, c'est un peu comme la première conférence où on s'est vu, qui consistait à être un peu frustré de ne pas voir les œuvres, parce que souvent les œuvres des plasticiens sont des très très belles réalisations. Et je voulais simplement vous montrer quand même quelques autres images. Oups, là je vais un peu vite. Quelques autres images qu'il a produites en fonction de ce procédé-là. Ah bah, toujours un moment sur lequel on va voir. Ce qui me permet de vous parler de la dernière œuvre dont je voulais vous parler et de vous libérer tranquillement. Voilà. Qui est une œuvre de Hans-Peter Feldmann. Alors il faut vraiment que je vous explique le process de cette œuvre. Hans-Peter Feldmann, c'est un artiste allemand qui travaille beaucoup lui aussi sur la question du document photographique, mais qui a une très grosse pratique photographique. Et dans ce projet-là, qui s'appelle 100 ans, il a simplement pris en photo l'ensemble de sa famille, des membres de sa famille, et avec d'autres personnes qu'il connaissait. Et quand vous êtes dans la salle, c'est 100 photos, avec des gens pris à un âge différent, jusqu'à l'âge de 100 ans. Soyons clairs, ça commence avec un enfant de 7 semaines, après il y a un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc., jusqu'à l'âge de 100 ans. Ce qui m'intéressait dans ce... vous voyez, l'accrochage est fait de cette sorte. En général, c'est une pièce qui est carrée, en fait, ça commence au début, puis ça se termine à la fin de la porte, aussi simplement que ça. Et la manière dont procède Hans-Peter Feldmann, et c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est sur la question, en fait, pour moi, du hors-champ miroir, c'est-à-dire que auparavant, on n'a parlé que d'objets, on a parlé d'artistes, de victimes, de gens qui sortaient. Et pour moi, c'est une des rares œuvres où, en fait, vous, en tant que spectateur, vous rentrez, vous êtes un hors-champ qui va rentrer dans l'image qui vous est présentée. Je m'explique. Quand vous regardez, vous commencez en général, comme toute salle d'exposition, vous commencez de gauche vers la droite, et donc vous regardez les enfants, etc. Puis à un moment, quand vous arrivez à peu près à des enfants de 15 ans, vous commencez à vous souvenir, tiens, moi, comment j'étais à 15 ans, ça me rappelle des vêtements, des choses comme ça. Et puis plus vous avancez, et puis plus vous voyez le temps courir derrière vous, et puis à un moment, chose incroyable, moi je me souviens quand j'ai vu la première fois l'exposition, j'avais 30 ans, et je me suis retrouvé devant une image du 30 ans, voilà. Et c'était une femme, et pourtant en fait je me suis vu dans l'image. Pourquoi? Parce que évidemment, Hans-Peter Feldmann, simplement par le procédé de monstration de l'œuvre, provoque en fait le miroir, et que le hors-champ, pour moi, donc rentre dans l'image. C'est-à-dire que je me suis vu dans l'image, et l'image a eu un effet de miroir aussi simple et aussi direct que ça. Et évidemment, après,
Quand vous regardez ça, vous regardez ce que vous avez parcouru et puis vous regardez le potentiel de ce qui reste à faire jusqu'à 100 ans. Et c'est une œuvre qui est totalement terrifiante, et vraiment terrifiante dans la manière dont... c'est le tic-tac, hein, et cette manière de faire les choses chez Hans-Peter Feldman est pour moi totalement exemplaire, justement, une fois de plus. Alors vous voyez, là, ce sont des exemples en fait d'images que l'on peut voir de la série qu'il a faite. Donc en fait, exemplaire dans le sens, vous pouvez regarder quelqu'un d'autre et en fait vous regardez vous-même. Et ça, c'est assez fort. Voilà. Voilà, en fait, c'était que je voulais vous présenter ces ensembles d'œuvres simplement pour vous dire qu'en fin de compte, bien souvent, moi je comprenais la pratique de l'art comme une machine à fabriquer des images de l'invisible. Voilà. Et même si les images de l'invisible n'existent pas, dans ces cas-là, on pourrait dire que l'art, c'est une machine à fabriquer une obsession de la recherche des images invisibles. Et que cette histoire du hors-champ, c'est bien évidemment des images qui n'existent pas forcément, mais que la force, en tout cas la possibilité de l'art, c'est de parler de quelque chose de l'invisible et pas forcément de le montrer. Voilà. Et d'où cette idée que je défends depuis un moment, de dire qu'une image peut parler d'une autre chose que l'on ne regarde pas. Voilà, tout simplement. Une question peut-être? C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt c'est le temps dans l'image. L'image capture le temps, et c'est généralement quand on voit une image, il y a un temps qui est révolu. Oui. Parce que dès lors qu'elle existe ou qu'elle est publiée, c'est du passé. Et ça m'a fait penser à plusieurs choses, notamment il y a cette mode peut-être de recréer des images ou des photos qu'on a faites quand on était enfant. On voit des fratries, par exemple sur Facebook, on voit ça, 3 frères ou des sœurs qui se photographient à 5 ans d'intervalle sur une période de 40 ans et tout d'un coup il manque un frère ou il manque une sœur. Où on voit aussi les enfants qui recréent les mêmes images d'enfance, mais ils ont 30 ans de plus, et ils prennent des positions rigolotes. Donc cette façon de vouloir maîtriser le temps. Et ça me faisait penser aussi au film qui s'appelle Boyhood, et c'est où le metteur en scène a filmé sur 12 ans avec les mêmes acteurs et les mêmes actrices qui jouent le même rôle, mais sur une période de temps, et on les voit réellement vieillir. Et habituellement, quand on sort d'une salle de cinéma, on sait que les comédiens, ils se sont vieillis, ils ont été grimés, puis ils sont eux-mêmes tels qu'on les voit dans les journaux ou à la télévision. Puis là, on sait que dans ce film-là, ils ont vraiment grossi, ils ont vraiment vieilli, ils ont vraiment coupé les cheveux, et on ne les verra plus jamais, tels qu'ils étaient au début du film. Et le petit garçon, il a vraiment 18 ans. Alors je me permets juste parce que moi je fais un projet depuis 3 ans sur la question en fait justement de filmer année par année. Et tu vas voir que moi j'ai juste poussé d'une autre manière, parce que quand tu dis tu peux pas revenir en arrière, c'est-à-dire que j'ai choisi deux personnes que je filme tous les ans en train de se parler. Et donc c'est le même procédé, sauf que c'est pas un long métrage. Et le principe, en fait, c'est qu'on ne voit pas distinctement que les gens sont en train véritablement de vieillir. Ils sont juste à une espèce de transformation. Donc c'est un champ contre champ. Donc on se filme chaque année. On filme le garçon en train de parler et la fille en train de parler. Voilà. Et donc, c'est sur 10 ans, tu vois. Donc chaque année, ça nous fait 10 scènes, ça fait 20 scènes, on va dire, pour schématiser. Mais ce que je fais, donc il y a 20 scènes, mais sauf que moi j'ai écrit 40 scènes. C'est-à-dire que tu as 20 scènes, donc la première année, en fait, je filme la première scène et je filme la dernière scène du film. La deuxième année, j'ai filmé la deuxième scène et j'ai filmé l'avant-dernière scène du film, ainsi de suite. Ce qui fait que quand le montage du film sera fait, ils seront en train de vieillir et à la moitié du film, ils seront en train de rajeunir pour faire la boucle du film, en fait. Non mais ça fait ça parce que Bowood, évidemment, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah merde. Bon, non mais c'est pas la même, bien évidemment, hein, on en parlait la dernière fois, c'est aussi comme le travail de Palka, tu sais, l'artiste Palka qui tous les jours il peint une toile, il a une peinture noire au départ, et tous les jours il écrit le chiffre suivant qu'il vient d'écrire. Tu vois, il écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Quand il a terminé la toile noire, la première toile, il commence la deuxième toile, et la deuxième toile, il rajoute 1% de blanc sur le fond, et dans l'écriture blanche qu'il utilisait, qu'il a faite, il rajoute 1% de noir. Et actuellement, il a passé le stade où le gris était sur le gris. Et en même temps qu'il fait ça, tous les jours, il se prend en photographie. Dans un studio, au même endroit, c'est toujours chez lui, etc. Et ça fait 40 ans qu'il fait ça. Donc ça fait 40 ans, et il s'enregistre la voix en train de lire 3 350 000, 3 350 000, 1, etc. Et sur la question du passage du temps, en fait, de la contrainte du passage du temps, lui, d'une certaine manière, en fait, il numérise ce passage du temps, puisque de toute façon, non seulement il est matérialisé par le geste, il est visible par simplement l'extinction de son corps, on va dire d'une certaine manière, et en plus, il est dit, enfin pas dicté, mais il est dit par sa voix. Donc c'est vraiment la manière de prendre, de faire prisonnier le temps, tu vois, comme s'il était dans la maîtrise du temps. Alors qu'il ne l'est pas du tout, évidemment, parce qu'après, tout ce qui est intéressant dans toutes les œuvres que je vous ai proposées, c'est que moi, évidemment, j'en ai une vision, une interprétation, mais là, évidemment, après, l'idée, c'est que ce soit une invitation à aller ailleurs, quoi, de toute évidence. Et je suis très impatient de 10 ans de Camoira aussi. Oui, absolument. Ou c'est simplement la date. La date. Donc là, il n'y a plus le rapport au temps. Avec le journal incorporé. Avec le journal incorporé, qui est un portrait. Ouais, du temps qui a été arrêté. Oui. Ça me fait penser aussi à une œuvre de Paul Auster. Il a fait un film qui s'appelle Brooklyn Boogie, et qui est inspiré d'une de ses nouvelles. Et il y a le personnage principal qui s'appelle Augie Wren, et tous les jours, il prend son coin de rue à New York, à Brooklyn, en photo, puis il le fait pareil sur 30 ans, puis il garde juste les clichés dans un album, et c'est ce qui lui permet de rencontrer le protagoniste de cette histoire, qui va trouver dans un album une photo de sa femme, qui a eu un accident un jour et qu'il ne l'a plus jamais vue parce qu'elle est morte. Et il la trouve en photo et il découvre qu'elle était là ce jour-là, et c'est vraiment un hasard d'avoir été à ce moment, à cette seconde précise sur la photo. Et ça lui permet d'imaginer autre chose et d'imaginer qu'elle a pu partir plutôt que juste mourir. Et c'est un ressort narratif, comme ça, le temps. Et le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que on avait un homme qui faisait un tour de moins sur Terre, mais cette année, on n'a pas vécu 365 jours. On a vécu 365 jours et une minute en plus, puisqu'on a eu la minute qui a été ajoutée. Seconde. La seconde. La seconde, c'est juste une seconde qui a été La seconde de plus de vie. Et t'en as fait quoi de ta seconde? Non, mais pas de problème, ça peut être passé en première, évidemment. Est-ce qu'on peut revenir sur le lynching? Parce qu'il y avait quelque chose qui m'a vraiment frappé ici. Je me demande d'où vient l'artiste. Est-ce qu'il est américain ou il vient du Sud? Américain. Ok. Ben, ce qui est génial là-dedans pour moi, c'est la manière dont c'est placé sur le coin, qui fait en sorte qu'on est un peu... presque on est dans la photo. Oui, presque si on voyait la scène. D'abord, quand on va voir, peut-être. Oui. On voit, si on s'approchait à l'image, on est un peu plus un peu plus haut, que tout le monde, presque comme si on était très très grand, et la source de lumière vient de nous, ce qui correspond parfaitement avec l'imaginaire du Sud de l'émissaire de Dieu, de l'ange. Donc un grand être lumineux. Et donc, pour moi, la disparition des corps prend totalement un temps christique. Et le spectateur devient un annonciateur. C'est ça que je vois, et je pense que c'est brillant. Ouais. Et en même temps, le spectateur, toi, c'est-à-dire que c'est toi qui, cet annonciateur dont tu parles. Parce que tu parles la photo, de par le... Je vais, beaucoup plus pragmatiquement, ce que je trouve terrible dans ce montage, c'est que si on ne connaît pas cette photo, on ne sait pas ce qu'elle représente, qui est atroce, et bien l'attitude des personnages ne nous laisse absolument rien soupçonner de la présence de ces corps. Mais c'est ça qui est dramatique. Leur attitude est tout à fait banale, c'est terrible. Alors qu'en fait, il y a des corps de lynchés qui sont au-dessus de leur tête. En même temps, ils sont tous super exposés, donc ils sont tous super blancs. Oui, mais regarde, les mains dans les poches. Les mains
vraiment dans les poches. Mais pour moi, c'était très troublant parce que dès que j'ai vu l'image, j'ai dit à Michel, it's a lynching. Moi, je connaissais la photo. Et puis, normalement, je l'ai vu assez jeune, mais quand je vois la photo, c'est assez macabre. Donc, on regarde les cadavres. Mais enlever, maintenant, c'est ça, j'ai remarqué à quel point le monde s'en foutait, en fait. Comme si c'était une soirée, il y aurait pu avoir de la musique. Ça, c'était plus troublant pour moi de le voir comme ça, sans les corps, les cadavres, qu'avec, en fait. Parce que tu voyais plus... les gens sont devenus le sujet plutôt que... Alors d'abord, ce qui est drôle, parce qu'on pourrait revenir sur ce que tu disais, ce qui est drôle, c'est la manière dont l'artiste arrive à changer le statut de l'image par le fait d'enlever quelque chose qu'il y a dedans. Alors après, sur la manière dont tu l'interprètes, c'est drôle parce que c'est une vision très christique en fait de la manière, comme si la lecture d'une image devait passer, en tout cas par une histoire religieuse. Oui, mais elle est sublimée en fait d'une autre manière, comme si c'était une annonciation. Et ce qui est drôle, c'est que moi, cette image m'a toujours frappé en fait par la non-existence sur leur visage d'un événement qui est en train de se dérouler. Et en fait, quand l'artiste décide d'enlever les cadavres, en fait, qui sont évidemment, quand tu regardes la photo, c'est horrible, quand tu connais le vrai truc, tu les regardes, c'est des corps morts, tout ça dégueulasse, et puis même, au-delà de l'acte politique, c'est dégueulasse, quoi, tu vois, c'est des morts, quoi. Et ce qui est frappant, c'est quand tu regardes l'image, c'est que c'est comme si il ne se passait rien, en fait. Et que tu as un truc qui est complètement flippant dans cette image, c'est que qu'il y ait des morts ou qu'il n'y ait pas des morts, ce serait exactement la même chose, d'une certaine manière. Et qui ne sont même pas dans une excitation, dans un contentement, dans un truc. Et ce qui est frappant dans cette image, c'est que d'abord, on sait bien que la personne qui a pris l'image, ce n'est pas un journaliste, c'est quelqu'un qui est présent, qui valide, qui adhère à l'événement qui est en train de se dérouler, hein, et que tout ce qui est autour, en fait, n'est même pas dans l'attente dans ce qu'on pourrait appeler de l'objet photographique. Bien souvent, la captation du réel, tu vois, c'est la captation d'un événement. Et là, on est dans une image, en fait, qui est une non-image et un non-spectacle. C'est-à-dire que ce que je trouve très troublant avec cette image, c'est qu'à la fois, on enlève le sujet, et on enlève le sujet même de l'essence de la photographie. C'est-à-dire, c'est quoi prendre une photo, d'être devant cette image, d'enlever les corps, de les rendre absents, de faire comme au cinéma, tu vois, d'être à contrario du cinéma, ça veut dire représenter des corps absents, mais là en fait on n'a même plus le corps, on n'a même plus les corps présents, absents, présents. Et non mais le truc est totalement et là évidemment pour moi c'est aussi une manière pour l'artiste d'interroger sur qu'est-ce que c'est que fabriquer une image. Parce que la force de cette image, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des images autre part? Tu vois, on a suffisamment de matériaux pour pouvoir bosser, pour ne pas avoir besoin de fabriquer des nouvelles images. Et inversement, c'est pour ça que juste avant, je vous ai montré cette artiste japonaise qui, justement, elle, ne travaille que sur la nécessité de reprendre les images, en fait, qui existent, et en même temps de se rajouter une nouvelle image à l'intérieur. Une dernière chose, oui. Pour l'artiste japonaise, j'ai trouvé son idée fantastique, et je parlais avec Élise, une application thérapeutique. Par exemple, les gens qui sont disparus et on voudrait imaginer des événements avec eux, des événements qu'on va vivre plus tard, ou des mariages, ou de je sais pas quoi, des choses familiales, ou peut-être des parents ou des amis qu'on n'a jamais connus, on a des photos, et puis se projeter associer leur passé, notre présent, et pouvoir se retrouver sur une image, même si on sait que ça n'existe pas et ça ne pourra pas exister, on aura ce moment qu'on pourra s'approprier. Mais c'est récupéré avec les hologrammes. Elvis va faire une tournée à Las Vegas en hologramme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette publicité aussi avec des acteurs et des actrices qui sont décédés puis qu'on voit vendre des parfums. Puis il y a eu un duo Céline Dion-Elvis en hologramme. Ouais. Donc c'est récupéré amplement. Mais en même temps, je trouve que la production de cet artiste, je trouve que on va dire la pratique remarquable de cette production, c'est qu'en fait elle tue la narration.
C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, l'acte est tellement fort d'un point de vue même psychanalytique de se renvoyer dans une image du passé, de soi dans le présent. Je trouve que la force de ce boulot, c'est de tuer la narration. C'est-à-dire, est-ce que après ça, quand tu sais que l'artiste a fait ça, est-ce que tu as besoin de construire une narration autour de ça? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que après ça, je pense que c'est un acte qui est total, mais pas totalitaire, mais qui tue toute narration. C'est-à-dire qu'après ça, quand on sait que l'artiste a fait ça, je me demande ce qu'on peut inventer comme histoire. Au contraire, quand tu retournes dans le passé, tu peux réinventer, tu peux réécrire l'histoire. Oui, mais d'accord, tu peux le faire, mais l'image ne raconte pas du tout ça. Tu as brisé L'image, quelque elle chose. clôt le débat. Elle dit voilà, entre mon passé, et c'est drôle parce que c'est une manière pour moi, cette image-là, en fait, de faire venir le passé dans le présent et de clore le truc. C'est comme s'il y avait une césure entre dire mes 10 ans, mes 23 ans, voilà, on ne peut pas en parler. Sauf que d'après Martin McFly, l'un des deux devrait disparaître. Bah, nous, ce qui est génial, c'est qu'en art, tu vois, on est... Oui, ça c'est le retour vers le futur, c'est ça. Ouais. C'est pas prouvé, hein, parce qu'on sait que c'est du gruyère. Donc, ah bah oui, mais c'est la théorie d'Einstein. Non, mais en termes linguistiques, ça marche complètement ce que vous dites. On ne peut pas faire une narration de cette petite fille, puisqu'il y a eu un rapprochement du passé et du présent. C'est le présent qui gagne, donc la jeune fille qui a grandi. On ne peut pas raconter l'histoire de la petite fille qui est devant, puisqu'elle est dans le présent. Ah, oui, j'en suis absolument persuadé. On ne peut pas faire une narration à partir de ça. J'étais sur un oui, si, quand même. Moi, je peux. Au moins, on connaît le début et la fin. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.